Journal de Pierre, Alfred, Grégoire Boulanger. Aujourd'hui, c'est Noël. Il y a bien longtemps que l'humanité ne marque plus cette fête religieuse désuète. Dans quelques années, les hommes ne célébreront plus rien du tout parce qu'ils ne seront plus là pour fêter quoi que ce soit. Comment en sommes-nous arrivés là ? Cela fait des années que j'effectue des recherches sur la cause du désastre. Quelques maillons manquent encore, mais je vois à peu près maintenant ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je me suis attelée à cette tâche. Pas pour les générations futures, il n'y en aura pas. J'ai simplement envie de laisser une trace, un message. On ne sait jamais, peut-être un jour une civilisation d'un autre monde débarquera-t-elle sur cette planète maudite. J'espère que ces voyageurs trouveront mes écrits et qu'ils pourront ainsi comprendre la raison de notre extinction. Et s'ils sont à deux doigts de faire les mêmes erreurs que nous, alors il se peut que ceci leur soit utile. Qui est à l'origine de tout ce gâchis ? Les mêmes que ceux qui sont responsables de la disparition de 85% des espèces vivantes, de l'augmentation de la chaleur de 7 degrés sur l'ensemble du globe, de la fonte totale de tous les glaciers excepté ceux de l'Himalaya, de la montée des eaux de près de 70 mètres. Je veux parler des hommes, des 19e, 20e et 21e siècles et de leur civilisation abjecte. Ils ont fait toutes les sottises possibles et imaginables et nous en payons maintenant le prix terrifiant. Eux ont bien vécu, mais ils nous ont laissé un enfer pour planète. Quelquefois, je rêve d'une machine à remonter le temps. Pas pour les avertir, l'histoire nous a montré que les ignorants étaient impossibles à convaincre, mais pour en ramener quelques-uns ici et pour les traduire devant un tribunal. Au milieu de toutes leurs erreurs, uniquement dictées par leur égoïsme, leur désir inassouvi de posséder des richesses, il en est une qui fut plus dramatique que toutes les autres. Et c'est celle-ci que je raconte aujourd'hui. Vers la fin des années 2000, la science fit des progrès considérables dans le domaine de la génétique. Progrès considérables ne sont peut-être pas des mots bien appropriés. Disons qu'il y a certaines avancées scientifiques. Parallèlement, il y eut également de sérieuses découvertes dans d'autres domaines. La physique, par exemple, avec l'invention d'armes de plus en plus sophistiquées et plus meurtrières. Les maths, avec un approfondissement des équations sur les mathématiques du chaos. Si une civilisation trouve ses écrits, il est évident qu'elle aura dépassé ce stade. Mais je ne résiste pas à l'envie de coucher ici les grandes lignes de cette science fascinante. Ne serait-ce que pour montrer que les hommes de cette époque avaient tout en main pour réfléchir et éviter de se lancer dans une aventure incontrôlable. Que nous disent ces mathématiques ? Elles concernent des équations avec de très nombreux paramètres. Elles nous disent que la modification infime d'un seul de ces paramètres modifie complètement le résultat de l'équation dans une proportion si grande qu'il est impossible d'en prévoir exactement le résultat. Même les derniers superordinateurs du XXIe siècle n'y suffisent pas. L'exemple classique de cette époque était d'évoquer le battement d'ailes d'un papillon qui, par une succession de répercussions, finissait par créer un cyclone à des milliers de kilomètres de là. Les hommes du XXe siècle savaient tout cela. La seule et toute petite excuse que je pourrais leur trouver, c'est que les savoirs étaient assez dispersés et qu'ils se parlaient peu entre scientifiques de disciplines différentes. S'ils l'avaient fait peut-être, je dis bien peut-être, car les connaissant comme je les connais, c'est loin d'être sûr, auraient-ils compris que la génétique devait tenir compte des lois mathématiques du chaos. L'histoire n'a pas retenu le nom du premier scientifique qui réussit à incorporer un gène à l'intérieur même du noyau d'une cellule et à rendre ce gène fonctionnel. Celui-là mériterait certainement la peine de mort si elle n'avait pas été abolie sur toute la planète en 2097. J'imagine qu'il fut particulièrement content de lui, comme fut heureux le premier qui modifia le code génétique d'une plante. Ils les appelèrent organismes génétiquement modifiés. D'après mes recherches, une puissante multinationale eut alors l'idée de commercialiser ces OGM. Elle commença dans un pays appelé États-Unis d'Amérique. C'était l'État le plus puissant de la planète. Bien avant que nous en ayons fini avec ces archaïsmes nationaux et que l'humanité se réunisse en une seule communauté mondiale. Ce territoire est actuellement inaccessible. Les carnizotes pullulent là-bas. Et plus personne ne peut y vivre. Ils commencèrent par le maïs et le soja. Le but était de créer une race résistante aux pesticides.
On pouvait ainsi inonder la planète de substances de plus en plus toxiques contre les insectes sans la faire dépérir. On peut difficilement faire plus crétin comme raisonnement. Cette firme était puissante. Elle s'abrita derrière l'alibi de nourrir toute la planète, dont certaines populations effectivement ne mangeaient pas à leur faim. Ils omettaient bien sûr de préciser à cette époque que le problème n'était pas celui de la production agricole, mais celui de la répartition des richesses. La meilleure preuve est qu'une proportion importante d'habitants de ce grand pays, où cette firme sévissait, souffrait d'obésité, un fort excès de poids que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui, causé par une suralimentation. Quand elle eut inondé son propre territoire d'OGM, elle tenta de les exporter vers les autres continents. On peut dire que seule l'Europe tenta de résister. La Communauté européenne, une association à visée économique de pays constituant ce continent, fit un court instant obstruction. Le plus grotesque et le plus monstrueux dans cette affaire réside dans le fait que la majorité de la population était contre la culture des OGM. Mais que la majorité les consommait quand même. Ceux qui refusaient d'en ingérer étaient taxés de rétrogrades au progrès. Quelques scientifiques et écologistes essayèrent vainement d'alerter leurs dirigeants sur les conséquences possibles de la généralisation des cultures OGM. Mais la plupart se trompaient lourdement sur les risques. En effet, ils pensaient que les plantes n'étaient pas sûres pour la santé de celui qui les consommait. Ils se trompaient. Les OGM eux-mêmes étaient sans danger. Mis à part le taux de pesticides plus important, ils pouvaient être mangés sans catastrophe sanitaire particulière. Et c'est par ce biais que les partisans des OGM finirent par gagner la bataille, outre le formidable pouvoir de corruption que leur puissance financière leur conférait. De nombreuses études sur les animaux montrèrent l'absence de toxicité. Oui, vous avez bien lu. Pour prouver la non-dangerosité d'un produit sur l'homme, à l'époque, on le testait sur une autre espèce. Encore une démonstration de la bêtise de cette civilisation dévastatrice. Bref, la grande multinationale finit par étendre la culture OGM le 21 janvier 2033, date à laquelle un des anciens dirigeants de cette société prêta serment en tant que président des États-Unis d'Amérique. C'est pour cette raison que cette date est depuis maintenant 143 ans le jour de commémoration des grandes erreurs et péchés de l'humanité. Pendant 60 ans, l'homme ne s'aperçut de rien. La nature ne montrait aucune réaction. En réalité, les mathématiques du chaos s'étaient enclenchées dès l'instant où ces organismes furent créés. 3 événements se produisirent à l'insu de tous. Premièrement, l'utilisation de pesticides entraîna chez l'homme une lente perturbation des sécrétions hormonales. La natalité commença à chuter. En 2093, les décès furent plus nombreux que les naissances. Deuxièmement, on éradiqua la plus grande partie des insectes dits nuisibles. La nature ayant horreur du vide, d'autres vinrent les remplacer. Ils n'inquiétèrent personne puisqu'ils ne se nourrissaient pas d'OGM, mais de pesticides. En effet, à force de répandre ces substances, une pression de mutation sélectionna un insecte dérivé de la sauterelle qui métabolisait ces produits et se désintéressait des végétaux. Troisièmement, les cultures s'uniformisèrent amoindrissant le potentiel génétique. Arriva ce qui devait arriver. Le gène introduit dans le soja eut une interaction avec un virus inconnu parce que totalement inoffensif. Il se produisit une mutation. Cette mutation permit au nouveau virus de se propager à tous les végétaux à l'insu de tous. D'après mes calculs, j'estime qu'il fallut à peu près 50 ans pour que la totalité des espèces consommables soit contaminée. Ce tout nouveau virus contamina la sauterelle mutante et s'incorpora à son génome pour y dormir quelques années. Pour combattre l'infertilité, les hommes se tournèrent vers la thérapie génique. Ils utilisèrent le gène de la sauterelle qui métabolisait les pesticides. On débarrassait ainsi l'organisme humain de tous ces toxiques et on remettait la production de spermatozoïdes en route. On proposa l'injection de ce traitement remarquablement efficace à ceux qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il y eut plusieurs centaines de milliers de fous pour accepter. Parallèlement, on commença à s'inquiéter du nombre croissant de ces sauterelles qui envahissèrent les cultures. Même si elles ne se nourrissaient plus des plantes, mais plutôt de ce que les machines déposaient sur elles gênaient considérablement le travail des récoltes. Les scientifiques comprirent alors rapidement que la solution était d'arrêter de déverser des pesticides. On revint à une agriculture plus saine,
et pendant quelques années, les sauterelles mutantes disparurent. L'homme avait enfin compris qu'il valait mieux ne pas trop jouer avec la nature. Malheureusement, le processus infernal poursuivait sa route. Par cette action, on déclencha une pression de mutation. Le virus, qui avait contaminé les végétaux et qui s'était incorporé au génome des sauterelles, muta à son tour. On pense que la population déclina temporairement de plus de 99%. De mutation en mutation, une nouvelle sauterelle apparut. La première observation date de 2157. On retrouva le corps d'un homme totalement dévoré. Il ne restait plus que les os et, chose horrible qui marqua la population, les yeux encore intacts enfoncés dans leurs orbites. Le médecin légiste découvrit à l'intérieur de l'os du fémur une sauterelle qui se délectait du reste de moelle osseuse qu'il contenait. Il fit parvenir l'insecte au service d'entomologie. On la baptisa Carni sauterelle, en raison de sa particularité de se nourrir exclusivement de viande, puis, bien vite, carnisote. On ne tarda pas à se rendre compte que les carnisotes s'attaquent exclusivement aux êtres humains et pas n'importe lesquels, uniquement aux descendants de ceux qui avaient reçu la thérapie génique. Ils étaient maintenant plusieurs millions. Les insecticides n'avaient aucun effet, car les carnisotes les métabolisaient. Par sécurité, on recensa tous les descendants des êtres humains génétiquement modifiés. Ils furent enfermés, aussi bien pour leur protection que pour tenter d'éradiquer l'espèce en lui coupant sa nourriture de base. Et l'on créa une nouvelle fois une pression de mutation. Les carnisotes de première génération évoluèrent pour trouver leur nourriture dans toute l'espèce humaine. Elles attaquaient par essaim de plusieurs milliards d'individus. Elles arrivaient dans une ville et dévoraient tout ce qu'elles pouvaient dévorer et qui n'avaient pu trouver refuge dans des abris. En quelques années, la population mondiale chuta de 80%. Depuis, les survivants ont transformé leur habitation pour les rendre imperméables à tout insecte. Certaines régions ne subissent les attaques que par vagues. D'autres sont totalement infestées et devenues inhabitables. Bien entendu, après avoir muté, il n'y avait aucune raison pour que les carnisotes ne s'attaquent pas aux autres animaux. Tous les grands mammifères de la planète disparurent en moins de 10 années. Seuls subsistent les plus petits qui se terrent le jour et sortent peu la nuit. À ceux qui trouveront ce récit, je veux dire qu'ils ne doivent jamais, à aucun prix, sous-estimer la puissance des mathématiques du chaos. Il y a des actions dont les conséquences sont imprévisibles, qu'il vaut mieux pour le bien de tous y renoncer, même si ces actions se présentent de prime abord comme un progrès. Ne faites pas comme ces idiots, ces hommes de la fin du 2e et du début du 3e millénaire. Ils croyaient pouvoir tout contrôler, tout maîtriser, et voici le résultat. Il y a 6 mois de cela, j'habitais avec mon épouse et nos filles de 3 et 5 ans dans une maison à l'écart des grandes villes. Nous avions fait ce choix car nous avions entendu dire que les carnisotes étaient plus attirés par les lieux où les proies, c'est-à-dire les êtres humains, étaient plus concentrés. D'une certaine manière, c'était parfaitement vrai. Notre logis était protégé comme il se doit, construit en dur avec des portes blindées, car ces bestioles grignotent le bois comme si c'était du papier. Nous revenions d'une demi-journée de marche afin de nous approvisionner en eau potable. Je portais 2 jerrycans de 20 litres, Lise également, et les 2 petites chacune une gourde d'1 litre qu'elles rapportaient fièrement, conscientes de contribuer pour une petite part à notre survie. À 500 mètres environ de notre foyer, nous avons entendu le bourdonnement. C'était encore lointain, mais pour quiconque l'a déjà entendu, c'est un bruit caractéristique qu'on ne peut oublier et qui invariablement déclenche un sentiment de panique mêlé d'épouvante. Je me suis retournée et j'ai aperçu une tache sombre dans le ciel. J'ai vu Lise blêmir. Nous avons accéléré le pas, pressant nos 2 amours de ne pas surtout regarder derrière elle et de courir vers la maison. Très vite, nous avons compris que nous n'y arriverions pas avec l'eau que nous transportions. Nous avons laissé tomber les jerrycans et pris chacun une de nos filles dans nos bras. Mais le nuage arrivait sur nous à une vitesse folle et ce nuage était vivant. Il restait encore trop de distance à parcourir. Lise m'a crié de porter nos enfants et de poursuivre vers la maison. Nous n'avons pas eu le temps de discuter, mais nous nous sommes compris dans un regard. J'étais le plus costaud et le plus apte à sauver la vie de nos filles. Nous avons échangé un bref et dernier baiser, et elle a fait demi-tour.
Je ne l'ai pas regardé foncer vers les seins. J'ai poursuivi ma route avec mes 2 gamines qui pleuraient et appelaient leur mère. Sur le perron, j'ai entendu les hurlements abominables de l'amour de ma vie, submergés par des milliers et des milliers d'insectes carnivores. Je me suis précipitée à l'intérieur pour mettre en sécurité ce qui comptait le plus à mes yeux, nos petites filles désormais orphelines. L'essaim a ensuite poursuivi sa route vers la ville la plus proche. Nous étions simplement sur son chemin. Il a bien fallu que je sorte plus tard en fin de journée pour aller récupérer l'eau que nous avions abandonnée. Anne et Marie n'avaient rien bu depuis près de 10 heures. J'ai trouvé son squelette rougi de sang à 2 mètres du premier jerrycan. Comme d'habitude, ils avaient laissé les yeux intacts. Ils ne les dévorent jamais et je n'ai pas d'explication à cela. Ses yeux enfoncés dans ce crâne mis à nu semblaient me poursuivre où que j'aille. Maintenant encore, je ne peux m'endormir sans que ce regard d'outre-tombe ne vienne me hanter et nourrir ma culpabilité d'avoir laissé mourir ma bien-aimée. Je n'ai pas eu le courage de l'enterrer. Au petit matin, j'ai tenté le tout pour le tout. Nous avons fait nos bagages et nous sommes partis vers le nord. Je me disais que l'hiver s'annonçant, nous serions plus en sécurité avec des températures plus basses. Ce fut le cas pendant ces derniers mois, dans une petite bourgade de quelques dizaines d'âmes. Les rats se sont bien adaptés. Ils sont devenus très nombreux. La rareté de la nourriture les a rendus plus agressifs, à moins que ce soit ce fichu gène qui maintenant s'est incorporé à d'autres espèces. Ce sont eux qui ont tué mes filles il y a 3 jours. J'étais partie en excursion en les enfermant pour leur sécurité. Ces abominations sont remontées par les égouts. Les rats sont moins méthodiques que les carnizotes. Il restait un peu plus de chair autour. Mes hurlements n'ont même pas impressionné les 3 monstruosités qui s'étaient attardées dans leur chambre. Elles se sont jetées immédiatement sur moi. Dieu, s'il existe, mettez-moi de mon énergie à les mettre en pièces. Je ne dois ma survie qu'à ma rage. Tandis qu'insensible aux multiples morsures, je les découpais avec un tesson de bouteille. J'imaginais avec une délectation morbide que tombaient sous ma haine 3 hommes de cette période maudite. Car voilà ce que nos ancêtres nous ont légué. Voilà ce que cette civilisation a fait de nous. Ma colère n'a d'égal que mon désespoir. Toute la nature semble maintenant s'être liguée contre nous, comme si elle avait résolu notre extermination. Nous ne sommes plus que quelques centaines de milliers, et notre population va inexorablement décroître. L'insecte est le nouvel animal dominant. J'ai remarqué d'ailleurs une certaine évolution chez les carnizotes que j'ai pu capturer. Certains ont une tête un peu plus grosse, avec certainement un cerveau plus développé. Tôt ou tard, ils trouveront un moyen de nous éradiquer. J'ai passé ces dernières années à reconstituer le fil des événements qui ont abouti à cette catastrophe. Je pourrais continuer et approfondir encore, mais je n'en ai plus la force. J'estime avoir accompli la tâche que je m'étais fixée, et il y a maintenant plus rien qui me retienne sur cette terre. Ceci est mon dernier écrit. J'ai vu et vécu assez d'horreur en ce monde. Je n'ai plus envie de me battre. Après avoir enfermé mon journal dans une boîte hermétique sous vide, à l'abri de la lumière, j'irai répandre le sang de mes artères jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre. Il est temps pour moi de rejoindre Lise, Anne et Marie. Je ne sais pas s'il existe quelque chose après. Si c'est le cas, j'implorerai leur pardon de n'avoir pas su les protéger. Et si je rencontre Dieu, je lui demanderai aussi pardon pour ce que l'humanité a fait de sa création. C'était J-Pixie, et j'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Bonne nuit à tous. Allez, ciao ciao.